Parcours Stup, épisode 8. L'intestin, l'alcool et les opioïdes. Bienvenue dans Parcours Stup, le podcast sur les stupes. Dans ce podcast, nous allons parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Il est destiné aux usagères et usagers de substances à usage non médical, du personnel de santé, mais également du grand public qui souhaiterait se renseigner sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description de l'épisode les liens vers des organismes gouvernementaux francophones qui seront là pour vous aider. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Bon podcast. Bienvenue dans Parcours Stup, le podcast sur les stupes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, ceux qui nous connaissent nous voient régulièrement interagir sur le Twitter autour de sujets parfois un peu frivoles. Généralement, ça implique des blagues parfois assez potaches, mais aujourd'hui on est là pour parler de quelque chose de sérieux, à savoir dans une première partie l'intestin, les intestins et l'alcool, et deuxième partie plutôt les opioïdes et les intestins. Est-ce que tu pourrais, en guise d'introduction, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Philippe Devader. Je suis donc chargé de recherche. C'est un mot euh, bien beau pour dire chercheur au CNRS. Et mon sujet de recherche, donc moi j'ai toujours fait mon sujet de recherche depuis que je suis en thèse, ça a toujours été l'intestin, la physiologie intestinale globalement. Une partie de ma thèse sur tout ce qui concerne les communications intestin-cerveau dans la détection des nutriments. Puis j'ai étudié un petit peu le rôle du microbiote là-dedans. Et maintenant, je suis encore dans ces études de physiologie intestinale, toujours en rapport avec la nutrition et notamment avec tout ce qui est les régimes pauvres en protéines, comment ça va impacter la nutrition et la physiologie de l'intestin. Voilà, puis ceux qui ont la chance de te suivre sur Twitter ont aussi l'occasion de parcourir tes résumés de livres qui sont justement sur des sujets un peu de ce style, je trouve toujours très intéressant. Notamment récemment, tu avais parlé du livre Eat Like Animals, qui était vraiment, je trouve, assez intéressant. Et puis aussi, voilà, de temps en temps, on a aussi droit à un petit peu de musique. Voilà. Oui, livre qui d'ailleurs, dont la traduction française est sortie. Alors, je me souviens Ok. plus de la traduction française exacte, mais je ne peux que conseiller aux personnes intéressées par la nutrition et qui en ont un petit peu marre d'écouter toutes les bêtises à répétition là-dessus, de se ruer sur ce livre donc de Steve Simpson et David Raubenheimer. Voilà, donc avec une traduction française toute récente. Ok, chouette. Alors, dans un premier temps, du coup, on a dit qu'on allait parler des opioïdes, et puis, alors justement, je me posais la question, on va parler d'intestin, est-ce qu'on dit le intestin, les intestins, enfin, toi qui es spécialiste de cet organe ou de ces organes, tu désignes comment les choses ? Alors, c'est d'un point de, j'ai envie de dire, c'est une histoire de point de vue. C'est-à-dire quand on dit l'intestin, en gros, on parle de tout le segment qui va depuis donc la jonction entre après l'estomac et le duodénum, qui est la première partie, donc jusqu'au rectum. Hein, donc ça, on peut dire que c'est l'intestin. Après, d'un point de vue déjà fonctionnel, histologique, on peut séparer cet intestin déjà en
intestin grêle et gros intestin. Et puis même à l'intérieur de chacune de ces parties, on peut dire qu'il y a des sous-parties, hein, puisque dans l'intestin grêle, on a tout d'abord le duodénum, le jéjunum, l'iléon, et puis même pareil, après, donc on a, bon, nous chez les humains, c'est tout petit, mais il y a le cécum, on a le côlon qui est aussi peut être séparé en plusieurs parties, et la dernière partie qui est le rectum. Donc moi je veux dire l'intestin en gros, mais c'est vrai que on n'a pas forcément les mêmes choses partout, sachant que quelle est la fonction de cet organe? Eh bien, la première fonction, c'est une fonction d'absorption des nutriments qui va se faire essentiellement dans l'intestin grêle, hein. Donc, on a la fonction d'absorption des nutriments avec toute une partie de sécrétion, d'autres choses, hein. Il n'y a pas que ça, évidemment. Et puis, dans la partie distale, qui est donc le côlon et puis le rectum, ces nutriments qui sont déjà digérés, on va souvent avoir une absorption d'eau et ça va permettre de produire en fait ce qui va être déféqué, hein, et ce qui va sortir ensuite en tant que déchet de l'organisme. Donc on a ces différences-là. Donc moi je veux dire l'intestin, ça va souvent parler un petit peu de tout. Et puis pour les profanes aussi peut-être de dire, quand on parle de proximal et distal, hein, proximal c'est en haut et distal c'est plus vers la sortie. Voilà, quand je dis plutôt proximal, donc on va dire que c'est côté oral, hein, côté de la bouche. Quand je dis distal, bah, c'est côté anal. Voilà. C'est ça. Alors, du coup, maintenant qu'on s'est un peu situé d'un point de vue anatomique, on a dit qu'on allait discuter en premier des opioïdes parce que, si j'ai bien compris, c'était le sujet de ta thèse. Alors, c'était une partie de ma thèse, en effet. Moi, j'ai fait une partie de ma thèse qui s'est intéressée au rôle de ces récepteurs opioïdes dans l'intestin sur la régulation de la prise alimentaire et de comment ça régulait notamment tout notre équilibre énergétique. Parce que moi, je suis plutôt du côté des boyaux de la tête. C'est vrai que moi, quand on me parle de récepteurs opioïdes, je pense à ce qui se passe dans la tête, et puis le fait que, bah, justement, l'héroïne, ça passe facilement la barrière hémato-encéphalique parce que c'est un produit qui aime bien les graisses, comme la barrière hémato-encéphalique, puis qui va aller justement passer plus facilement pour accéder aux récepteurs mu du cerveau, donc les récepteurs aux opioïdes. Mais j'entends du coup qu'il n'y a pas que dans le cerveau qu'il y a des récepteurs aux opioïdes. Et non, en fait, c'est vrai qu'il y en a énormément. Alors, dans l'intestin, il y en a énormément. Et c'est vrai qu'en fait, dans l'intestin, on a beaucoup de récepteurs qui existent dans le cerveau, et bien, ils sont aussi dans l'intestin. Et dans l'intestin, on les retrouve notamment dans ce qu'on appelle le système nerveux entérique, donc ce grand mot qui désigne en fait la totalité d'un système nerveux qui est indépendant du cerveau et qui va permettre de réguler notamment la motilité et donc les contractions de l'intestin. Et donc là, il y en a plein, en fait, dans ces neurones-là, puisque on estime que dans l'intestin, il y a environ autant de neurones que dans la moelle épinière, hein, pour vous donner un ordre là-dessus. Et ben, en fait, ces neurones-là expriment énormément des récepteurs opioïdes. Et donc, on va avoir des effets qui ne sont pas du tout la même chose, parce que ce n'est pas des récepteurs qui sont impliqués notamment dans la gestion de la douleur, ou ce genre de choses, souvent. Mais ils seront très impliqués dans la physiologie et de la motilité intestinale. D'accord, donc c'est ça, ils servent à réguler plutôt la manière dont les intestins vont se contracter. Voilà, c'est ça, exactement. On va dire ça de façon très simple, oui. Mais du coup, à quoi ça sert? Pourquoi ils sont là en premier lieu, ça on sait? Eh bien, Enfin, c'est tout le mystère de ta thèse. Ouais, alors, on a plusieurs fonctions en fait dans ces mouvements intestinaux. Évidemment, la première fonction, c'est de pousser cet aliment qui a été digéré, de le pousser vers l'anus pour qu'il soit évacué. Hein. Et en poussant en fait l'aliment de cette façon vers l'anus, donc on va absorber l'eau évidemment, et ça va avoir aussi un rôle alors dans la prise alimentaire, hein, puisque plus un aliment va rester au contact de l'intestin, et donc moins il va y avoir de mouvement des muscles autour de là, plus ça va être une possibilité d'absorber de l'énergie par rapport à ça. Ça, c'est une première chose. Et une autre chose qu'il faut peut-être avoir en tête aussi, c'est qu'en fait,
ces mouvements-là vont être importants dans le rôle à partir du moment où on a mangé, en fait. Ça va permettre aussi de activer certains récepteurs, notamment du nerf vague, qui est donc ce nerf qui vient innerver depuis le cerveau jusqu'à l'intestin. Et ces récepteurs du nerf vague, qui sont des récepteurs qui sont sensibles à tous ces mouvements, ils vont aussi permettre de activer ou de réguler la prise alimentaire. C'est-à-dire que quand on est à distance de la prise dans la digestion, et donc on se retrouve avec quelque chose qui se retrouve dans la partie lointaine de l'intestin, où là, en fait, c'est quelque chose, on va dire, bah, c'est bon, c'est prêt à être évacué. Alors là, on peut dire, ben, on peut remanger à nouveau. Vous voyez. Et à l'inverse, quand c'est dans la partie proximale, là où c'est encore en train d'être digéré, ben là, ça va être plutôt l'inverse. On va pas, ben là, on va peut-être mettre en pause parce que c'est encore en train d'être digéré, donc on n'a pas besoin de manger maintenant. Ok. Et puis, ces récepteurs aux opioïdes, ils sont sensibles à tout type d'opioïdes. Enfin, peut-être à la base, ils étaient plutôt là pour être sensibles Alors, aux endorphines ou c'est ça, peu importe oui, alors en l'opioïde. fait, ce qu'il y a beaucoup comme, donc comme ce qu'on appelle des neuromédiateurs, donc c'est-à-dire les molécules qui vont activer les neurones là de façon endogène, c'est-à-dire ce qui est vraiment produit par l'organisme, c'est ce qu'on appelle des encéphalines, donc qu'on appelle aussi, si je dis pas de bêtises, c'est bien la même chose que les endorphines, hein, il me semble, hein. Donc on a les p-encéphalines qui sont produites par ces neurones-là et qui donc jouent un rôle notamment dans tous ces mouvements intestinaux. Et donc de façon endogène, donc de façon physiologique, sans aucun apport d'opioïdes de l'extérieur, ils peuvent être activés et ça a un rôle dans la digestion et ça a un rôle dans le contrôle de la physiologie de l'intestin. Après, moi, je me demandais, alors du coup, bah, on imagine finalement sur une absorption péros, donc par la bouche d'opioïdes, donc bah, typiquement, enfin voilà, un traitement de morphine. Donc, il va y avoir une partie de cette morphine qui va être captée par ces neurones. Est-ce qu'ils prennent une portion importante de la morphine qu'on va ingérer? Alors, je vais pas m'avancer sur quelle proportion, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une partie qui est active, d'accord? Alors, il faut savoir que chez les opioïdes, donc comme dans le cerveau, il existe plusieurs récepteurs, hein, mais les récepteurs qui sont le plus exprimés dans l'intestin, ce qu'on appelle les récepteurs mu-opioïdes. Et donc, une grande partie de ces récepteurs-là sont exprimés justement dans ces neurones-là. Et on sait très bien, notamment, que chez les patients qui prennent de la morphine, par exemple, dans tous les traitements analgésiques hein, associés à des pathologies diverses, on se retrouve avec des problèmes de constipation, typiquement. Ça, c'est quelque chose de très bien décrit. Il y a des problèmes de constipation dus à cette prise-là parce que ces récepteurs qui sont dans l'intestin, ils sont activés de façon très forte parce que, ben, en fait, on est en train de prendre des opioïdes en quantité. Ben, qui- on est en train de prendre des opioïdes par la bouche, quoi, non, le codipéros, et du coup, ça les active beaucoup plus que ça ne devrait, en quelque sorte. Puis j'imagine aussi de toute façon par voie intraveineuse finalement, enfin étant un organe qui est très irrigué, j'imagine c'est ça, si on prend par voie veineuse des opioïdes, ces neurones au niveau des intestins vont aussi en capter une partie alors. Oui, 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 bien sûr. Oui, 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 enfin, dans les deux cas, oui. Et donc, Mhm. ça, on se retrouve avec, euh, on se retrouve dans les deux cas, dans cette situation où euh, oui, c'est quelque chose qui est bien décrit dans la littérature médicale. Alors, je tiens à dire, malheureusement, c'est beaucoup moins décrit dans l'usage récréatif des opioïdes, parce que bah, il y a toujours possiblement cette stigmatisation hein, par rapport à ça. Mais en tout cas, par rapport aux patients qui en prennent dans les traitements médicaux, euh, c'est largement décrit voilà, la constipation associée à ça. Mhm. Et alors ça, on entend qu'en aigu, ça va provoquer une constipation, et chroniquement aussi, finalement, cet effet qu'on a eu la première fois de constipation, on le garde de manière chronique, ou il y a quand même, entre guillemets, comme pour finalement les symptômes récréatifs, hein, l'euphorie qui peut être provoquée par les opioïdes, est-ce qu'il y a quand même une accoutumance au bout d'un certain temps? Alors,
Alors, je ne vais pas rentrer exactement parce que c'est quelque chose que je connais mal et c'est compliqué, mais la pharmacologie de ces récepteurs, en fait, c'est le même récepteur que dans le cerveau. Ça, il faut le garder en tête, c'est vraiment le même, hein. Donc, on a vraiment la même C'est un peu le deuxième pharmacologie cerveau, derrière, hein. quoi. Ou est-ce que j'ai le droit de dire ça à Voilà. quelqu'un comme toi, que c'est un deuxième cerveau? Oui, non, mais on va dire, c'est une blague écrite fait. C'est-à-dire, oui, enfin, on va dire le deuxième cerveau en termes de neurones, c'est sûr que c'est là, quoi. Et c'est le même récepteur, c'est exactement le même. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc, en fait, on va avoir les mêmes choses à partir des seuils qui vont être activés. Et donc, comme les phénomènes d'accoutumance avec les opioïdes, c'est-à-dire que on a besoin de seuils de plus en plus fort pour avoir les effets sur la douleur, et ben on va avoir la même chose en fait dans l'intestin, quoi. Et donc oui, on peut avoir une constipation chronique qui s'installe due à l'utilisation chronique de la euh, des euh, des opioïdes. Mhm. Et puis ce qui explique aussi finalement tout ce qui est les symptômes enfin, de sevrage typique, à savoir douleur abdominale et diarrhée, du coup, puisque c'est l'inverse alors. Oui, Mhm. exactement. Mhm. Est-ce que c'est un problème pour l'intestin d'être exposé chroniquement aux opioïdes? C'est un problème. Alors oui, parce que souvent il y a notamment une prise en charge, hein, de ça par rapport par des gastroentérologues, hein. Donc, de toute façon, ce n'est jamais bon quand il y a un transit qui est pas bon. Il faut toujours faire quelque chose derrière, hein, parce que ça peut avoir des répercussions. Alors déjà sur la personne, hein, je veux dire, quand on a un transit, que ce soit la constipation ou la diarrhée, dans les deux cas, on n'est pas bien, hein. Mhm. Donc ça, je veux dire, ça, il faut l'avoir en tête. Et ensuite, des mouvements intestinaux qui ne sont pas réguliers et qui peuvent avoir ces effets-là comme euh, avec des activations qui ne sont pas physiologiques, on peut se retrouver en fait avec un intestin qui est où on peut avoir de l'inflammation, par exemple, de façon chronique. Ça peut aboutir à l'installation de une maladie comme le syndrome du côlon irritable, enfin ce genre de choses, quoi. Mhm. Ah, et puis après, effectivement aussi, enfin, ce qu'on peut voir des fois avec des situations de coprostase. Alors, coprostase, c'est un mot bien compliqué pour dire juste un caca coincé, quoi. C'est vrai que finalement, des fois, on peut avoir des accumulations de sel de manière assez importante. Et puis là, je me dis que, enfin, ça doit aussi abîmer tout ce qui est finalement les fibres élastiques de l'intestin. Enfin, comme un élastique qu'on aurait détendu. Après, j'imagine que ça doit perturber finalement cet équilibre-là. Oui, bah tout à fait. Je Mhm. pense que c'est très bien décrit là, exactement. Mhm. Mhm. Et ok. Alors après, bah, la question qu'on va avoir, alors on entend qu'au long terme, bah, il y a un risque d'inflammation, un risque d'inconfort. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre? Alors moi aussi, ce que je me disais finalement, il y a deux choses peut-être aussi dans la constipation. Déjà, j'entends qu'il y a aussi l'effet local, mais après aussi peut-être de rappeler que finalement l'utilisation chronique d'opioïdes, ça va avoir un effet sédatif. Donc c'est vrai que bah après des prises d'opioïdes, on va avoir plutôt tendance à se poser, à se mettre au repos. Et puis ça, déjà d'emblée le repos, je dirais que enfin d'être allongé ou assis, c'est pas bon pour la modalité digestive. J'imagine qu'il y a une partie de la constipation qui peut aussi être expliquée par là. Oui, Mhm. Et puis donc alors, ouais, voilà, on dit peut-être déjà pour lutter contre, bah alors peut-être déjà bouger, mais après ce serait quoi aussi les autres choses hein, pour lutter finalement contre l'effet de l'opioïde en lui-même au niveau local. C'est quoi les choses à faire? alors je ne vais pas du tout parler comme médecin puisque je ne suis pas médecin. Donc simplement, je sais que ce qui est aujourd'hui mis en place normalement en première ligne, c'est un traitement avec un laxatif qu'on dit osmotique, hein. Donc des trucs du polyéthylène glycol, des choses qui en fait n'ont pas d'effet pharmacologique, hein. Simplement un laxatif qui part l'effet du coup simplement de De pouvoir l'appel d'eau, absorber, ouais. Mhm. voilà, va avoir un effet sur la motilité, hein, donc le macrogol, ou alors des laxatifs stimulants. euh, voilà, donc la première chose, c'est vraiment l'utilisation de laxatifs qui n'ont pas d'effet pharmacologique.
Parce que, évidemment, on va pas avoir à faire avec des effets secondaires et puis à gérer avec, évidemment, le fait qu'il puisse interférer avec un quelconque traitement. Mhm. Euh, En cas de non-réponse de là, et ça devient plus compliqué, euh, il y a souvent en fait l'utilisation justement d'antagonistes myopioïdes comme la méthylnaltrexone, le naloxégol, des choses comme ça. Quand il n'y a pas de réponse, souvent c'est même de façon combinée. Mhm. Voilà. C'est Et vrai même que parfois ça marche pas. ouais, alors Voilà. enfin Donc c'est vraiment des noms en plus, je dirais qu'on entend depuis peu, en tout cas dans ma pratique, enfin ce qui prouve bien que finalement, malgré le fait que comme tu disais un peu plus tôt, c'est extrêmement bien décrit, la constipation chez les personnes qui prennent des opioïdes, hein, enfin à nouveau c'est vrai que Hippocrate prescrit des opioïdes contre la diarrhée, il y a de ça plusieurs siècles, enfin malgré le fait que ce soit connu, c'est vrai que dans la pratique c'est une question qui peut adresser, alors j'imagine il y a peut-être un peu de honte, le fait que ce soit pas très bien connu, enfin pas très bien discuté, peut-être lors d'entretiens. Et puis après, effectivement, enfin voilà, je suis étonné de voir que finalement ces traitements, on les entend que depuis peu, quoi. Donc je pense, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être de dire, bah, n'hésitez pas à mettre le sujet sur la table, peut-être déjà juste de discuter un petit peu, bah voilà, quoi, comment bien se mobiliser, s'hydrater, puis après, si les justement ces conseils un peu de règles gynédiététiques ne marchent pas, bah effectivement, alors après, il faut monter en symétrie et puis bah effectivement partir sur ces molécules dont tu parles maintenant. voilà, alors moi je peux, enfin, comme toujours, hein, je vais parler d'une expérience personnelle qui ne doit pas être vue comme un essai clinique ou quoi que ce soit. Donc simplement quand donc ma mère qui était a eu un cancer et donc quand elle était déjà sur des phases terminales avec une douleur qui était très très forte avec donc des doses de morphine qui montaient, etc. Justement où il y avait ces problèmes de constipation qui du coup évidemment n'aident pas, hein, parce que on voudrait associer à ça quelque chose qui va aider améliorer la qualité de vie, hein, puisque c'est un peu ça le principe souvent Mhm. de la médecine en fin de vie, comment on appelle ça, Les soins palliatifs. voilà, les soins palliatifs, pardon, voilà, les soins palliatifs. Et donc, quand tu te retrouves avec un gros problème de constipation, avec donc qui va induire forcément des douleurs abdominales, des sensations de mal-être, etc. Bon, quelque chose qui marchait assez bien, c'était d'augmenter souvent un petit peu l'activité physique, hein, parce que finalement l'activité physique, quand on bouge, ça fait bouger aussi l'intestin et ça aide ça. Alors évidemment, pour une personne qui est en fin de Pas vie avec un confortable, ouais, cancer, c'est un ouais, peu plus ouais, compliqué, ouais, ouais. hein, mais je pense que ce sont des choses peut-être simplement à avoir en tête que oui, parfois quand on prend, tout le monde n'est pas dans ces cas-là, hein, heureusement, quand on prend des opioïdes, peut-être simplement pour éviter ces effets-là, euh, surveiller, rien que surveiller son alimentation pour avoir des aliments qui vont aussi favoriser une alimentation riche en fibres, notamment qui va favoriser le transit, et aussi associer à ça un peu d'exercice physique, simplement pour minimiser les effets sur le transit qui sont bien décrits lors de la prise d'opioïdes. Et est-ce qu'il y a des problèmes à prendre trop de laxatifs, puisqu'on est sur cette question-là? Enfin, du point de vue de l'intestin, les laxatifs, il en pense quoi? Combien de temps? Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait discuter. Je sais qu'il Ouais. il y a souvent des prises de laxatifs de façon, disons, pas du tout médicale, notamment à des visées de perte de poids, ce qui est une idée absolument terrible, hein, puisque là, on n'est pas, c'est pas bon non plus. Euh, D'un point de vue, je veux dire, le laxatif, s'il a un effet, normalement, c'est simplement pour normaliser le transit. On ne devrait pas le prendre en plus. Si on Mhm. commence à prendre des laxatifs de façon régulière et qu'on se retrouve avec un transit qui, de base, devient presque diarrhéique, hein, une diarrhée constante, ça va stimuler l'inflammation, enfin, c'est pas bon du tout non plus, quoi. Donc, c'est toujours chose. Bon, normalement, quand on prend le laxatif, c'est pour aider à l'évacuation, parce qu'on ne peut pas, hein, normalement, on se retrouve constipé et que
si à un moment on se retrouve constipé, si ça dure longtemps, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, ça peut même être dangereux. Mhm. Donc bon, normalement, on est censé le prendre une fois, et puis on n'est pas censé prendre quelque chose comme ça de façon tout à fait constante, quoi. Mhm. Bon, moi ce que j'entends c'est ça, c'est que finalement bah la mobilité de l'intestin c'est quelque chose qui est assez fin dans la régulation entre justement pousser vers la sortie mais pas trop pour avoir le temps d'absorber des nutriments. Qu'en appuyant sur la pédale de frein avec les opioïdes, bah on va venir perturber cet équilibre et puis il faut trouver le juste équilibre de l'autre côté sur l'accélérateur et puis ça c'est des choses ma foi qu'on peut discuter lors d'entretiens justement sur le contrôle centré sur le contrôle de la prise des opioïdes au long cours alors. Oui, Mhm. et je pense qu'il faut, peut-être que c'est des choses qu'il faudrait simplement rappeler, hein, qu'il y a Mhm. cet effet-là. Comme c'est le cas pour beaucoup de choses, hein, finalement, c'est vrai qu'on a des effets centraux, hein, c'est très bien, mais il y a des effets sur l'intestin qu'il ne faudrait pas négliger. Mhm. Et peut-être qu'on n'y pense pas, peut-être qu'on ne sait pas assez, il y a peut-être un manque de communication, je ne sais pas, hein, je Et vais pas puis trop m'avancer là-dessus, mais après, je dirais aussi, clairement, voilà, oui. c'est de la même manière que tous les troubles des fonctions sexuelles qui sont associés aux psychotropes, bah, c'est vrai que je pense aussi tout ce qui est le transit, ça reste des choses qui restent malheureusement un peu honteuses. Et puis, peut-être, je pense, c'est aussi côté soignant à nous de briser la glace et puis d'anticiper ça à base de, voilà, chez la plupart des patients, ça va faire ce genre d'effet. Est-ce que c'est votre cas? Et puis, si jamais c'est pas le cas, bah, ma foi, le jour où ça arrive, on peut en parler. C'est pas une honte. Oui, je pense que c'est bien si c'est quelque chose qui rentre un petit peu aussi dans la tête de beaucoup de soignants, hein, Mhm. enfin, j'espère. Je pense que c'est peut-être des choses qui doivent changer un petit peu Mhm. et qui sans doute arrivent, hein, mais Alors, ouais. Tout- on arrive gentiment sur le sujet des laxatifs et je me dis que ça fait une excellente transition vers l'autre substance qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, qui est l'alcool. Et puis après, alors, à voir justement si on parle de les alcools, mais voilà, j'aimerais bien qu'on discute tous les deux de l'impact que l'alcool va avoir sur cet organe, que ce soit en aigu et en chronique finalement. C'est vrai qu'en aigu, pour reprendre les propos d'une amie, on dit souvent lendemain de fête, caca qui fouette. Enfin, c'est vrai que voilà, en aigu, la prise d'alcool va avoir tendance à accélérer le transit et puis à faire un transit de mauvaise qualité. Mais je me demandais s'il y a une différence déjà entre les alcools très dilués au hasard, les bières, hein, qui peuvent être ingérées des fois en quantité de l'ordre du litre. Puis j'imagine voilà, c'est pas la même chose. Je me demandais s'il y avait déjà une différence entre la bière et puis les alcools voilà, faiblement dosés, et puis des alcools dits forts, où finalement il suffit de faibles quantités de liquide pour amener beaucoup d'alcool. Est-ce que l'intestin, lui, fait la différence entre les deux, ou il s'en fiche un petit peu? Je pense que c'est un. euh, alors, peut-être je vais reprendre un petit peu depuis le début, mais Ouais. alors avant de dire toutes les choses, parce qu'on va me dire ouais, que j'ai un discours hygiéniste ou je ne sais quoi, alors moi je suis, à titre personnel, je pense que je bois de l'alcool d'une certaine façon qui peut-être est beaucoup même supérieure à toutes les normes. Je pense que même dans ces cas-là, il est de bon ton de rappeler un certain nombre de choses, parce que j'ai souvent cette sensation que de toute façon, l'alcool, c'est d'une banalisation incroyable. Mhm. Et alors, notamment sur l'intestin, c'est des choses qui sont euh, très très bien décrites. Et peut-être qu'il y a justement ce mauvais message, c'est là où je voulais venir, à dire, ben non, mais en fait, ça c'est juste de l'alcool. Euh, c'est une bière, c'est pas un verre de whisky. Sauf que si on fait un calcul rapide, hein, la bière, la différence, c'est qu'on en boit rarement. Alors peut-être que si je bois juste un demi, ça va. Mais si je bois plus qu'un demi, et je commence à boire, je sais pas, allez, on va dire un 2, 3 pintes, je suis déjà à des quantités d'alcool qui sont beaucoup plus importantes, hein. Et ça, l'intestin, bah, en fait, non, l'intestin, il va pas faire de différence, puisque Ouais. l'intestin, la différence qu'il va faire, c'est qu'est-ce qui arrive ici? Bah, de l'éthanol. Point barre. De l'éthanol qui arrive à une certaine concentration. Et, euh, et du coup, bah, là, il va pas faire la différence là-dessus. On a souvent en tête que l'alcool est métabolisé par le foie. Alors, quand je dis alcool, je parle évidemment de l'éthanol, hein.
Et c'est vrai, c'est vrai, essentiellement, donc l'alcool déshydrogénase est exprimé dans le foie, mais il y a une grande partie qui a déjà lieu dans l'intestin. C'est-à-dire qu'avant que ça arrive avant même que ça arrive dans le foie, il y a déjà une bonne partie de cet éthanol qui est métabolisé en acétaldéhyde, hein, puisque c'est la réaction qui a lieu par cet alcool déshydrogénase, c'est que l'éthanol va être transformé en acétaldéhyde. Ça a déjà lieu dans l'intestin. Et c'est cette molécule, en fait, d'acétaldéhyde qui a des effets qui sont absolument délétères. Alors, c'est souvent, on dit, bah, au niveau du système nerveux central, alors je ne connais pas bien le sujet, donc je ne peux pas m'avancer, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'au niveau de l'intestin, c'est une molécule qui est vraiment terrible, quoi. C'est ce qui colle la gueule de bois. Il semblerait. Alors, je crois qu'il y a plusieurs études, Oui, je vois plusieurs hypothèses, mais il semblerait oui. Et donc oui, je veux dire, l'intestin en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer donc une bonne partie qui va transformer justement l'éthanol en acétaldéhyde. Et ensuite, et là ensuite, il y a un autre acteur qui va pouvoir jouer, c'est qu'en fait, il y a aussi une partie qui peut être aussi métabolisée par nos bactéries intestinales, par le microbiote également là-dessus. Et donc, bon, bah, ça aussi, ça a un rôle à jouer dans le fait que bah, tout le monde l'a vu. Hein. Je pense que toutes les personnes qui ont bu de l'alcool de façon excessive un soir, se sont réveillées le lendemain en ayant l'intestin retourné, c'est-à-dire en ayant des diarrhées, en ayant mal au ventre. Enfin, je veux dire, c'est une inflammation, voilà, c'est pas bon du tout. Et ça, encore une fois, ça va dépendre de la quantité d'éthanol qui est présent. Et donc, la quantité d'éthanol, oui, c'est vrai qu'elle est moindre dans une bière que dans un whisky ou dans un verre de Calva. Mais on a tendance à boire beaucoup plus de bière que de whisky. Donc, à la fin, Mhm. bah, Mhm. on a ingéré autant d'éthanol. Après, enfin voilà, c'est vrai aussi que, en tout cas, de bon point de vue d'addictologue, et puis ça c'est quelque chose qui est bien décrit dans la littérature depuis quelques années. On est enfin arrivé à un consensus pour dire voilà, l'alcool, pour un individu lambda, il est toxique dès la première goutte. Après voilà, c'est une somme des risques parce qu'après si on veut aller pinailler pour le cœur, pour le cerveau, c'est pas pareil, etc. Ma foi, ce qu'il faut retenir, c'est que dès la première goutte, c'est toxique. Après voilà, ma question c'était du point de vue de l'intestin. Est-ce qu'il y a quand même, enfin voilà, est-ce que c'est toxique dès la première goutte ou est-ce qu'il y a des bénéfices au hasard pour le microbiote? Enfin, c'est comment pour lui? Alors, donc, on va regarder par exemple ce que je dis, qu'est-ce qui va se passer quand on boit de l'alcool, ou même chez les consommateurs chroniques. Hein. Quand chez les consommateurs chroniques d'alcool, la manifestation intestinale la plus commune, c'est la diarrhée. Hein, la plupart des personnes qui consomment de l'alcool de façon chronique vont dire, bah, moi j'ai la diarrhée souvent. Et pourquoi est-ce qu'on a la diarrhée? Parce qu'on a un problème d'altération de la motilité intestinale. Il y a une perméabilité aussi de l'intestin qui est accrue, c'est-à-dire qu'en fait, l'intestin va absorber beaucoup plus d'eau et aussi le flux sanguin qui augmente. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intestin, on va avoir souvent ce qu'on appelle une vasodilatation. Hein. Donc les vaisseaux vont être plus grands et ça va permettre d'absorber tout ça. Enfin, je veux dire, on se retrouve dans une situation en fait où on a beaucoup d'eau qui devrait plus être là, quoi. Et donc, bon, bah, ça fait forcément ça. Euh, on va inhiber l'absorption de choses comme des sucres, des dipeptides, des acides aminés. Et donc, ça fait que souvent aussi, les consommateurs chroniques d'alcool ont des défauts d'absorption de vitamines, de minéraux. Enfin, je veux dire, il y a ce genre de choses-là. Et donc, on se retrouve dans la situation avec absorption inhibée, motilité accrue, plus d'inflammation. Et ben, à la fin, c'est un, bah, on va dire, c'est un cacamou, hein, Mhm. c'est la bonne grosse diarrhée. Euh, et sur les effets, on va dire dès le premier verre d'alcool, euh, alors je ne vais pas dire dès le premier verre d'alcool, mais en tout cas, il y a des méta-analyses qui montrent que même avec une consommation raisonnable, c'est-à-dire de un verre d'alcool par jour, ce qui correspond environ à 12,5 grammes, hein, si on prend à peu près, ouais, c'est à peu près ça, hein, si je dis pas trop de bêtises. C'est une On a unité déjà une standard, quoi. augmentation du risque
de certains cancers gastro-intestinaux, notamment pour le cancer colorectal. euh, En fait, pas forcément un risque accru pour les buveurs qui sont très occasionnels, mais à partir du moment où on dépasse en moyenne vraiment un verre par jour, on a déjà une augmentation de 20%, ce D'accord. qui est peut-être loin d'être négligeable à mon avis, hein. Clairement, ouais, ouais. Et c'est pas une consommation monstrueuse, hein. Encore une Mhm. fois, je dis, on parle d'une consommation de un verre par jour. Maintenant, chez les consommateurs où on augmente à plus de 50 grammes par jour, hein, donc là, on est à plus de 4 verres par jour, on a déjà un risque qui est augmenté de plus de 50%. Donc, oui, on a des effets qui sont délétères dès le. Alors, je dis peut-être le premier verre, peut-être pas, mais en tout cas, à partir du moment où on a même une consommation raisonnable, mais que cette consommation Chronique. est voilà, exactement, que cette consommation est chronique. Alors, ce qui est le cas pour beaucoup, beaucoup de monde, hein, je veux dire, et dans mon, je veux dire, personnellement, c'est mon cas, hein, je veux dire, j'ai aucun mal à le cacher. Je veux dire, je pense que moi-même, je suis dans cette situation-là. Euh, Malheureusement, j'ai l'impression que on cache souvent tous ces genres de choses-là par tout un tas d'études bidons autour pour dire, ah oui, mais en fait, regardez, dans le vin, il y a les tanins, et puis Mhm. dans la bière, il y a telle molécule, et avec des études qui, en fait, qui ont très mauvaise. Soit c'est quelque chose qui est fait sur cellules, soit c'est quelque chose avec. Enfin, je veux dire, c'est pas des méta-analyses, c'est vraiment des petites cohortes. Soit on a regardé des choses de façon vraiment avec une grosse loupe binoculaire, tu vois, pour voir un tout petit effet. Ouais. Et donc. Et on a fait beaucoup de communication parce qu'il y a souvent ce côté de dire ah ben non regardez moi je bois du vin c'est bon pour ma santé. Je pense qu'il faut arrêter avec ce discours de non, mais je bois du vin, c'est bon pour la santé. Alors peut-être qu'il y a des côtés bénéfiques associés au tanin, il n'empêche qu'en fait, des tanins, on peut en avoir dans d'autres choses que dans du vin, et que, bon, bah. Très bien, bah, buvez du vin si vous voulez boire du vin, moi je veux dire, parce que vous aimez ça, mais sachez que votre intestin, bah, il apprécie ça moyennement, quoi. Mhm. Alors moi ce que je retiens c'est ça, c'est que finalement l'intestin il s'encarre un petit peu, finalement de l'alcool c'est de l'alcool et puis on entend ça l'irrite, ça lui fait pas forcément du bien et puis bah voilà ça peut provoquer une augmentation de la mobilité des intestins et puis bah voilà provoquer juste enfin clairement que ce soit en aigu en chronique des diarrhées et après bah voilà tout ce qui est perturber son bon fonctionnement donc tout ce job de digérer d'absorber ça il le fait pas bien quand il est perturbé par de l'alcool. Ça j'entends. Et puis après c'est vrai qu'alors un sujet moi qui me passionne actuellement sur lequel j'aimerais bien en tout cas en tout cas côté soins on en parle un petit peu plus c'est tout ce qui est avec le microbiote. Alors ça on discutait avant c'est peut-être quelque chose sur lequel tu es moins à l'aise. Moi personnellement à titre personnel j'étais assez fasciné en congrès il y a 2 ans d'entendre, je crois, c'était à l'Albatros en 2019, je crois, où effectivement on discutait de qu'est-ce que ça fait au microbiote. Alors c'est vrai que quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé, mais c'est que l'alcool ça tue des bactéries, hein, et puis que les bactéries, il y a 10 fois plus de bactéries dans le corps humain qu'on a de cellules, donc effectivement ça doit faire des sacrés dégâts au niveau digestif, et puis quid de l'impact que ça peut avoir, hein. Tu dis qu'il y a les malabsorptions, mais je me dis aussi tout ce qui est produit par le microbiote, que ce soit des vitamines, des choses comme ça, j'imagine que ça y est plus, donc ça c'est les choses qui sont perturbées, et puis après aussi moi la question que je me pose énormément, et alors là c'est à titre scientifique général et puis à titre personnel, quel est l'impact du microbiote sur l'appétence qu'on peut avoir pour l'alcool, et puis aussi sur la rechute, hein, l'intervenant au congrès dont j'ai oublié le nom, mes excuses, mais c'est vrai que si vous tapez gut, microbiote, alcool sur internet, je regardais une méta-analyse de 2017 dans Alcool et alcoolisme, c'est le titre de la revue, qui disait effectivement que il y a probablement un impact sur le craving. Enfin, c'est comme si voilà le début de l'alcoolodépendance était psychiatrique ou psychique, et puis que son maintien était purement du microbiote. Alors j'imagine que c'est pas tout blanc ou tout noir, mais en tout cas je suis assez fasciné par ça. Puis ça c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus
adressé en tout cas d'un point de vue, alors pas de la recherche, hein, on voit que cette recherche elle est faite, mais en tout cas côté des soins, ça c'est une réflexion que j'aimerais bien qu'on ait. Et puis bah ça nous amènerait aussi à tout le sujet de la nutrition, qui est finalement aussi un des grands oubliés dans les dépendances. Hein. Puis ça, en tout cas voilà, c'est un petit rappel à titre personnel. Moi personnellement, je me suis posé la question, c'était après le Dry January. Que j'ai fait, enfin vraiment qui a été, alors effectivement une expérience à titre personnel qui a été vraiment passionnante, je dirais, que j'ai fait pour la première fois l'année dernière, que j'ai refait cette année. Et c'est vrai que cette appétence pour l'alcool, j'ai bien l'impression que chez moi, elle est disparue après un mois à distance de l'alcool. Hein. À titre personnel, depuis que j'ai fait le Dry January, en 1 an et demi, ça ne m'est arrivé qu'une fois de boire plus que 2 unités d'alcool à la même occasion. Et je me suis posé vraiment la question de si cette appétence, bah voilà, en ayant laissé un mois à mon microbiote et à mon intestin pour se refaire bien, est-ce que voilà, c'était ça qui avait fait que depuis, j'avais plus jamais rebu plus de 2 unités d'alcool, ou s'il y avait d'autres choses qui étaient en... Mais voilà, en tout cas, à titre personnel, c'est un peu les réflexions dans lesquelles je suis sur l'alcool et l'intestin actuellement. Donc voilà, pas hésiter à partager en tout cas en réponse de l'épisode si jamais vous avez plus de choses à dire que nous deux. Moi je sais pas si voilà, toi tu disais en tout cas le microbiote c'est microbiote et substance c'est pas ton truc. Alors, je connais pas bien. Par contre, il y a eu une très très bonne étude. Donc, c'est une équipe française de l'APHP, hein, qui était parue dans la revue Gut en 2016. Alors, c'est des trucs qui sont faits sur la souris, mais ce qui ont été faits, c'est que donc ils ont pris des fesses, hein, donc Des selles. voilà, des matières fécales de patients qui avaient une maladie hépatique liée à l'alcool. Et donc, ils ont colonisé des souris qui n'avaient pas du tout de microbiote, on appelle les souris axéniques, avec ces fesses-là. Donc, et en fait, ils ont pu voir qu'il y avait chez ces souris-là, souvent, en plus des modifications métaboliques, peut y avoir aussi des différences dans l'appétence pour l'alcool. Hmm. Ce qui est particulièrement intéressant. Hein. Alors, c'est vrai qu'on reste toujours à ce stade de la souris, mais la souris nous apporte toujours quelque chose d'intéressant, dans le sens où on peut chercher les mécanismes. Il y a des bactéries, on sait, qui sont plus susceptibles d'être modifiées, donc notamment parce que en fait, l'alcool va être aussi métabolisé non seulement par notre intestin, mais aussi par les bactéries. C'est quelque chose que peut-être qu'on doit garder en tête, en fait, c'est que l'éthanol, c'est une molécule qui est hautement énergétique. Parce que, donc c'est métabolisé et ça permet de faire de l'énergie. Le problème, c'est que l'énergie qu'on fait nous avec, en fait, c'est de dire que c'est de l'énergie qui ne sert à rien dans notre corps. Mais pour une bactérie, ça peut être intéressant en fait ça peut être très intéressant de métaboliser cet éthanol pour elle-même, pour faire sa propre usine énergétique. Hein. Et donc, en faisant ça, les bactéries vont aussi produire certaines molécules que notre intestin va capter, et certaines de ces molécules vont avoir des rôles métaboliques, mais pas seulement. On peut imaginer que certaines de ces molécules peuvent avoir un rôle justement dans la transmission d'un signal entre l'intestin et le cerveau, et qui vont jouer un rôle dans cette appétence pour l'alcool. Voilà, ce n'est pas, c'est fortement probable. Hmm. Et puis après aussi, j'étais en train de réfléchir un peu sur, alors effectivement on parlait beaucoup de l'effet de l'alcool sur intestin et microbiote, mais voilà, alors ce que j'introduisais aussi un petit peu après, c'est ça, c'est cet effet, est-ce qu'il est réversible ou pas? Enfin, c'est vrai que moi, je dirais que les personnes que je peux prendre en charge avec une alcoolodépendance qui arrivent à l'hôpital, c'est vrai que généralement, à l'arrêt de l'exposition à l'alcool, finalement, le transit revient très très vite.
dans la norme. Alors il y a aussi en plus souvent des fois des personnes qui arrivent avec une alcoolodépendance décompensée, il y a une alimentation qui est tout à fait régulière, donc arrêt d'exposition à l'alcool plus reprise d'une alimentation régulière, souvent ça fait des miracles sur le transit. Après voilà, c'est pas parce qu'il y a un mieux que c'est 100% réversible. Enfin, moi je me demandais de ton point de vue, est-ce que ça fait du bien justement l'arrêt de l'alcool à l'intestin? Ah Et oui, est-ce mais que c'est complètement. Alors, ouais, ça fait du bien à l'intestin, ça fait du bien au foie, hein, même quand on. oui, C'est-à-dire que quand on arrête, là, par exemple, typiquement, le dry January, hein, parce que c'est très bien de faire du détox ouais. quand on dit ouais, le détox en buvant des jus de fruits, bah, ça sert à rien, hein, vous n'en avez pas besoin. Par contre, faire du détox en arrêtant de boire de l'alcool, ça, c'est du vrai détox. Puisque quand on fait ça, tout simplement, on va permettre au foie d'effectuer d'autres tâches métaboliques qui sont hautement importantes, puisque votre foie, c'est votre usine à détoxifier. Et donc, là, oui, clairement, et même au niveau de l'intestin, on va aussi, en quelque sorte, détoxifier l'intestin, puisque on va permettre aussi à des bactéries de proliférer, on va dire des bonnes bactéries d'une certaine façon, hein, qui vont proliférer quand il y aura une bonne alimentation avec des fibres, ce genre de choses. Et donc clairement, oui, clairement, l'arrêt de l'alcool, ça va être absolument bénéfique pour le foie, pour l'intestin, ça c'est sûr. Hmm. Alors, là, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour sur la question de l'alcool. Moi, c'est vrai qu'il y aurait encore beaucoup à dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, en 45 minutes d'émission, on s'est surtout intéressé aux opioïdes, l'alcool. Quand on préparait cet épisode, moi, c'est vrai que les questions qui restent un petit peu en suspens, c'est aussi l'impact de la cocaïne. Enfin, c'est vrai que j'ai toujours en tête l'exemple d'une usagère qui me disait que elle consommait de la cocaïne après des grosses périodes de consommation d'héroïne parce que justement, ça lui permettait de récupérer un transit. Euh, Certains patients, en tout cas, rapportent un effet plutôt pro-diarrhée de la cocaïne. Après, de l'autre côté, il y a plutôt typiquement le cannabis. J'ai l'impression, en tout cas, chez pas mal d'usagers, que ça a plutôt tendance à favoriser une constipation ou ralentissement du transit. Enfin, voilà, je pense que chaque substance, elle va avoir un impact un peu sur tous les organes et notamment l'intestin. Puis ça, je trouve que c'est un sujet assez fascinant et que j'aimerais bien qu'il soit un peu plus adressé dans le futur. Donc, ma foi, enfin voilà, ça c'est quelque chose, j'espère, qui pourra être adressé dans le futur. Avant qu'on se rapproche de la fin de cet épisode, je sais pas si sur ces deux sujets, ou alors est-ce qu'il y a un troisième sujet que tu aurais voulu qu'on puisse aborder, ou quelque chose qu'on n'a pas discuté, une frustration avant de terminer cet épisode. Oh, frustration, non, c'était fortement intéressant. Après, je pense qu'on peut discuter de toutes ces similitudes entre l'intestin et le cerveau, hein, mais ça vaudra peut-être d'autres épisodes. Mhm. Il y a quelque chose qui moi, je trouve extrêmement intéressant, notamment, c'est par exemple tout ce que, sur la prise d'antidépresseurs. Euh, on prend des antidépresseurs qui jouent notamment sur la sérotonine et on s'intéresse rarement à ce qui se passe dans l'intestin. Or, l'intestin produit 90% de la sérotonine. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets des antidépresseurs qui passent par l'intestin finalement et qui sont absolument indépendants de ce qui se passe dans le cerveau. Voilà. Alors, Donc ça, alors à ma défense et pour défendre le clan de la psychiatrie, c'est vrai qu'il y a quand même un moment où on parle de ça, c'est je caricature à peine, c'est quand on introduit les antidépresseurs, c'est rare, et à défaut qu'on parle des problèmes de dysfonction dans la sphère de la sexualité, et qui est pourtant généralement la première cause d'arrêt du traitement antidépresseur. Puis après, par contre, nous, ce qui nous inquiète, les psychiatres, généralement, c'est que les gens ne passent pas la première semaine du traitement antidépresseur, parce que, un, il n'y a pas de bénéfice, et deux, ça cause des troubles digestifs généralement. Puis c'est vrai que ça, on en parle un peu la première semaine, et puis on balaye ça d'un revers de la main en disant mais ne vous en faites pas, passez 10 jours de diarrhée, hein, c'est même pas tous les patients, et puis après, Chobon, c'est plus un problème. Puis ça, c'est vrai que, alors, je te rejoins tout à fait, je pense qu'on parle pas assez de l'impact des antidépresseurs. C'est vrai que les ISRS, donc les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, c'est un peu, on va dire, la famille d'antidépresseurs qui est très utilisée en pratique courante aujourd'hui. Puis c'est vrai que voilà, on pense pas du tout au fait que il y a aussi de la sérotonine dans les tripes, quoi. et il y en a surtout, oui, Beaucoup, j'entends beaucoup. beaucoup, Ouais, beaucoup, ouais, beaucoup. ouais, ouais. Alors, encore une fois, il faut savoir que la sérotonine qui est produite là, elle ne passe pas dans le cerveau, en fait. Elle reste vraiment
soit dans l'intestin, soit elle agit en tant qu'hormone sur des organes un peu plus lointains, mais elle ne passe pas dans le cerveau. Donc, ce qui se passe dans le cerveau, en fait, le cerveau, c'est comme Las Vegas, quoi. Ce qui se passe dans le cerveau reste dans le cerveau, alors que ce qui se passe dans l'intestin peut avoir des impacts un peu plus lointains. Mhm. Ok, donc j'entends. Alors voilà, faire attention aussi, bah oui, les psychotropes hein, en général. Hein, c'est pas que les substances à usage non médical, il y a aussi les substances à usage médical, et puis effectivement, elles peuvent avoir un impact sur le deuxième cerveau. Alors, Tout à fait. ok, alors j'entends. Alors, puis c'est quelque chose qu'on gardera. Je te propose qu'on passe à la dernière partie, qui est la partie un peu plus légère de cet épisode. Euh, J'ai pour habitude, malgré moi, de piéger généralement les gens à la fin de l'épisode en leur demandant est-ce qu'il y a un bien de culture pour passer sur un sujet un peu plus léger. Est-ce qu'il y a un bien de culture que tu aimerais nous recommander? Ça peut être une vidéo YouTube, de la musique, un livre que tu as lu récemment qui te plaît. Je sais pas si tu as quelque chose à nous proposer. Alors, que j'ai un truc à vous recommander. Pour les personnes qui me suivent sur Twitter, je pense que personne n'a échappé au fait que je suis un grand amateur de métal. Tu as même un compte dédié au Et métal. voilà, tout à fait, même j'ai un compte dédié au métal. Je ne peux que encourager les personnes qui aimeraient, même qui découvrent un petit peu le genre, à écouter le dernier album de Gojira, qui est une perle absolue. Donc un des groupes qui vraiment pour moi devient le meilleur groupe représentant en tout cas aujourd'hui de la scène métal au monde, et donc Rien que ça. qui est produit, un pur produit français, hein. Voilà. Non, c'est vraiment pépite d'album absolument formidable. Je vous encourage à l'écouter. Malheureusement, je ne le mettrai pas pour des questions de droit d'auteur, voilà, mais enfin, on mettra le lien en description. Euh, Merci pour la recommandation, j'essaierai ça plutôt le matin, alors pour se réveiller. Et de mon côté, alors je recommanderais, puis c'est une chaîne aussi que tu partages régulièrement sur Twitter, c'est vrai que le Syllabus, sur la chaîne du Syllabus, il y a une vidéo récemment qui est sortie et qui s'intéresse justement à l'aspect neuroscientifique des dépendances. Elle a fait une vidéo qui s'appelle Demain j'arrête, pourquoi ça marche jamais. Je mettrai le lien en description. Comme d'habitude, c'est des questions un petit peu générales dont on comprendrait pas forcément l'intérêt. Puis je suis toujours fasciné à chaque épisode. Hein. Je me rappelle notamment de l'épisode sur les tournevis qui était finalement hyper intéressant. Et puis notamment voilà, il y a cet épisode sur les dépendances qui ne s'annonçait pas comme tel et que je trouvais extrêmement intéressant d'un point de vue de justement comment ça marche les dépendances, comment on tombe dans le piège de la dépendance, pourquoi certaines personnes pas d'autres. Enfin voilà, donc je mettrai aussi le lien en description. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Bah, Philippe, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. Voilà, Un c'était plaisir. vraiment un plaisir. Vous retrouverez donc tous les liens dont on a discuté dans la description de l'épisode. En attendant, c'était le Lézard Violet. Je vous dis à bientôt dans Parcoursup.